Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Dans ces temps électoraux, vous demeurez fidèle à la tradition des chansonniers. Vous n'avez pas besoin de campagne pour être plus que jamais à la ville, l'élu du public. Bonjour Jacques Maillot. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes à la fois à Paris et en tournée avec 2 spectacles de chansonniers. On va en parler tout à l'heure. Vous étiez venu dans les clés d'une vie, mais tout au début. On a beaucoup changé de studio, de choses. On a encore plus de monde qui nous écoute. Et on va quand même reparler de votre vie à travers des dates clés, puisque j'ai trouvé certains éléments. Et une date, le 1er février 1979. C'est un reportage en Auvergne, d'une jeune star auvergnate qui raconte sa réussite à Paris. Et c'est vous. Est-ce que vous vous souvenez de ce reportage ? Très bien. Très bien. Je pense qu'il a été fait par une journaliste de France 3 Auvergne. Oui. Et je m'en rappelle très bien parce qu'on a fait des prises de vue et à Paris et en Auvergne, à Riom et à Clermont-Ferrand. Riom, où sont nés curieusement Rufus et Alain Stivel. Exactement. C'est curieux, Alain Stivel breton est né en Auvergne. Oui, non, mais on essaime beaucoup. Hein. Alors, on vous voit à Paris, donc au Théâtre des Deux Ânes, vous imitez Giscard. Et c'est vrai que c'était votre première imitation, Jacques Maillot. Oui, c'est avec cette imitation que j'ai presque débuté à l'échelle de Jacob. Et c'est grâce à cette imitation que les frères ennemis, qui à l'époque avaient une émission quotidienne sur une grande radio périphérique, m'avaient invité, et j'étais tout neuf, tout minot. C'était une grande émission qui avait été imaginée par Lucien Maurice, et dans laquelle avaient sévi des gens aussi célèbres que Bourvil, Jacques Baudouin, Darry Cole, etc. Donc j'étais très ému, mais aussi apeuré d'aller faire cette émission avec les frères ennemis. Et dans cette interview, vous dites que Giscard, c'est un clin d'œil à Chamalières, c'est presque votre voisin. Oui, tout à fait. Et finalement, à l'époque, l'imitation d'un chef d'État, c'était pas si courant, parce que Henri Tizot avait fait le général de Gaulle en parlant de qui vous savez, au Théâtre des Isères, parce qu'on ne prononçait pas le nom du général. Jean Valton et le Luron commençaient. Exactement. Mais c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui, Jacques Maillot. Pas du tout. Et moi, j'ai imité Giscard par hasard. Parce que on avait un évêque à Clermont-Ferrand qui s'appelait Monseigneur de la Chalonie, qui avait pratiquement le même phrasé. Et comme je l'avais pratiqué pour d'autres raisons, chez les pères maristes, etc., j'adorais faire rire mes camarades avec Monseigneur de la Chalonie. Et je me suis aperçu que c'était Giscard. Et donc, un jour, je me suis mis à faire Giscard. Et là, les frères ennemis m'ont dit, mais il faut que tu fasses Giscard, personne ne le fait. Et dans ce reportage, en plus, vous évoquez une émission de radio où vous faites Giscard en Père Noël, Jacques Maillot. Ah oui, alors ça, c'était une émission qui avait été produite par Sabine Mignot sur France 3. Et on avait fait une émission sur les Pères Noël. Il y avait plusieurs Pères Noël. Moi, j'étais en Giscard. Et il y avait notre camarade Éric Blanc qui faisait un Père Noël noir. Et c'était très drôle, c'est un très bon souvenir. Oui, mais là, c'est une émission de radio à France 3 Auvergne, avec un débutant en coulisses qui est Jacques Santamaria. Oui. Et qui était votre complice et qui aujourd'hui écrit d'ailleurs un scénario sur De Gaulle. Oui, Jacques qui à l'époque était directeur des programmes de France 3, puisqu'était la radio, c'était France 3, avant de devenir, plus tard, directeur des programmes de France Inter. Et finalement, rien ne vous destinait à ce métier, Jacques Maillot ? Non, je l'ai fait un petit peu par hasard, puisque je devais faire du cinéma. Oui. Et c'est Nestor Almendros, le directeur de la photo de François Truffaut, qui m'a dit, mais tu devrais faire ça, franchement. Et c'est lui qui m'a poussé à le faire. Et on vous voit aussi donc dans votre Auvergne natale, avec des copains d'école, ou plutôt des écoles, car vous avez fait plusieurs écoles. Beaucoup. Beaucoup, j'étais un peu turbulent, quoi. Ça peut arriver. Et surtout, il y a un copain de bistrot, et vous parlez de farces et attrapes, chose qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Oui, c'est vrai que à l'époque, on était farceurs. C'était le regretté Paul Bocuse qui nous a quittés était un farceur. C'était un spécialiste des canulars. On adorait faire ça. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Oui, il y avait à l'époque une association pour l'étude et l'expérimentation des farces et attrapes qui est née à Gambais chez la Merteton en 62 et qui a duré 2 ans. Oui, exact, tout à fait. Vous avez d'excellentes sources, mon cher. Et puis il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup compté dans votre vie et qui nous manque. Garçon, s'il vous plaît, je voudrais un café crème avec 2 Fernand Reynaud. Fernand Reynaud, alors on vous a comparé à Fernand Reynaud alors que ça n'avait rien à voir finalement. Absolument rien, sauf nos origines, et que j'ai eu le privilège, c'est un privilège, de l'avoir connu, parce que il est mort malheureusement très tôt et très vite, à Bobino. Et il avait commencé à s'occuper un petit peu de moi, puisqu'il était venu me voir à l'échelle de Jacob,
car lui-même était passé à l'échelle de Jacob, mais on n'avait rien à voir l'un avec l'autre, sauf qu'il aimait beaucoup m'écouter parler de politique, et il voulait que je fasse son petit théâtre de Fernand, qui était produit par Jacques Bonnecarrère, que je n'ai jamais fait, puisque Fernand s'est tué avant de pouvoir faire les émissions suivantes. Oui, et aujourd'hui, une chose qu'on a oubliée, c'est qu'il avait le génie de partir d'histoire des autres. Aujourd'hui, on critique des tas de gens qui copient. Et lui, il avait, je crois, les Isnard qui travaillaient avec lui. Oui. Il partait d'une histoire et il en faisait un sketch extraordinaire. Oui, c'est ça. C'est par exemple l'histoire de... les croissants, le plombier. Les croissants, le plombier. Il y a un motard qui nous suit. Où le fils est avec le père. Non, c'est le père et la mère qui sont dans la voiture du fils et ils se font arrêter par le motard qui lui dit l'écoutez pas, monsieur, il est saoul comme un cochon. Voilà. Et ça, c'était des histoires qu'il prenait et il en faisait une véritable histoire, une sorte de scénario, quoi. Ah, c'était un génie. Vous avez fait encore beaucoup d'autres choses. On va y revenir dans quelques instants avec une autre date, le 17 octobre 2007. À tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Maillot. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jacques Maillot. Les deux ânes à Paris, une tournée et puis une date importante, le 17 octobre 2007. C'est la première sur Paris Première d'une revue de presse que personne n'imaginait. Une formule simple, tombée en désuétude et que vous avez renouvelée. Oui, ça c'est une idée de Jacques Expert, parce que Jacques avait capté pour Paris Première les spectacles des deux ânes, un premier spectacle. Villepied et Sarkozin, je crois. Oui, Villepied et Sarkozin, et le succès a été immédiat, il y a eu une audience énorme, et dans sa tête, il s'est dit, il y a une filière à exploiter, donc il m'a proposé de faire une revue de presse ponctuelle, c'est-à-dire qu'on en a programmé 3, et on en a fait 3 qui ont très très bien marché avec un score ascendant. Et l'année suivante, on en a fait une par mois. Et puis après, c'est devenu une tous les 15 jours. Et c'est un gros succès. Je pense que ça doit être la plus grosse audience de Paris Première. Et c'est dans la tradition des années 70-80, avec Sérieux s'abstenir auquel vous participiez, la tradition des chansonniers. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est une émission de chansonniers, absolument. Et à plusieurs fois, on vous a proposé d'ailleurs, vu le succès, d'aller sur France 3 et vous avez toujours refusé. Oui, parce que nous avons, grâce au patron du groupe M6, Nicolas Taverneau, qui nous adore et qui adore les chansonniers, une liberté absolue. C'est-à-dire que on dit vraiment ce qu'on a envie de dire. On est en direct de toute façon. Et j'ai toujours pensé que c'était notre maison et qu'on y était très bien. Et je crois qu'ils nous le rendent bien. Voilà. Alors, préparer une émission de ce genre, ça veut dire on part dans le vide, on saute dans le vide, ou alors est-ce qu'on a tout préparé à l'avance, Jacques Maillot? Non, on écrit chacun nos textes de notre côté. Mais il y a une telle liberté qu'il n'y a pas vraiment de conférence de rédaction. C'est-à-dire que chacun arrive avec ses textes et personne ne les a lus et entendus avant. Donc c'est vraiment du direct et on se jette dans le vide, mais avec des textes écrits et préparés. Bien sûr, et avec un public qui n'est pas aussi ancien que certains pourraient imaginer, il y a beaucoup de jeunes qui vous regardent, Jacques Maillot. Oui, absolument, de plus en plus de jeunes, parce que d'abord, on a eu, je pense, le réflexe d'amener des jeunes comme Élodie Pou, qui apporte beaucoup, et qui est une figure maintenant ancrée dans le paysage humoristique. Et puis on a eu des gens aussi différents que Didier Porte, que Thierry Rocher, qui apportent une diversité indiscutable. Parce que depuis le temps qu'on dit que les chansonniers sont morts et enterrés, vous démontrez le contraire. Oui, ça je crois que c'est une vieille arlésienne. Moi, depuis que je fais ce métier, on me dit que les chansonniers sont démodés. Oui. Et jamais j'ai connu de baisse dans la fréquentation du public. Là, nous sommes en tournée, on est passé au théâtre d'Aix-les-Bains, on a fait 2 fois 950 personnes. Oui, c'est pas mal. C'est le plus gros score de la saison, donc ça va, quoi. Et les hommes politiques, alors là aussi, ils sont contents de venir dans votre émission, ils n'ont pas peur quelquefois, Jacques Maillot ? Certains si, parce que on a peut-être quelques camarades qui de temps en temps dérapent sur un terrain sur lequel ils ne devraient pas aller. Donc ça leur fait un peu peur. Mais il y a des intrépides comme mon vieux camarade Jean-Pierre Raffarin qui vient faire la revue de presse dans 3 semaines à peu près. Lui, il est toujours prêt à jouer. Il est toujours prêt, il est drôle et puis il a de la répartie. Donc il ne risque rien. Et je crois que l'un de vos fidèles habitués, ça a longtemps été Michel Charras.
Oui, bien sûr, Michel Charasse qui est venu à la revue de presse, qui est venu à l'Oreille en coin, qui est venu quand nous avons quitté France Inter pour X raisons pour Europe 1. Michel a toujours été là. C'est un fidèle parmi les fidèles. Puis il aime le spectacle. Moi, je me souviens d'avoir été un jour invité à l'époque à l'Élysée où il y avait le gardien en permanence. Il avait une pièce et il invitait qui il voulait. Absolument. Et je me suis retrouvé ce soir-là dîner avec Charasse et des Coco Girls. Oui, exact. C'était extraordinaire. Oui, c'est un homme de spectacle et il adore le spectacle. Et l'autre jour, grâce à lui, j'ai été convié à l'Élysée et le président de la République m'a dit Monsieur Charasse m'a absolument convaincu de venir vous voir. Donc il roule pour les artistes, c'est indiscutable. Et il a aussi un côté chien de garde, puisque à une époque on raconte qu'il gardait le chien de Mitterrand pendant les enterrements et dans les églises. Ah, ça je peux vous le témoigner, parce que malheureusement, comme on est très amis avec Michel et qu'on a plein d'amis communs, j'ai fait beaucoup d'enterrements avec lui, beaucoup d'enterrements à l'église, et à chaque fois je me retrouvais dehors parce qu'il voulait pas rester tout seul. Donc il y avait le chien de François Mitterrand à l'enterrement de Mitterrand, et puis on était une poignée d'amis à attendre sur le parvis de l'église pour une foultitude d'enterrements parce que Michel ne voulait pas rentrer. Alors, la tournée des chansonniers, c'est à chaque fois un immense succès, depuis des décennies d'ailleurs. Ça a toujours marché dans toute la France, les chansonniers. Oui, on a toujours fait des grosses tournées. Je me rappelle quand on a repris vraiment après la disparition de Karsinti, j'ai monté les propres tournées du Théâtre des Deux Ânes. Il y avait encore Jean Amadou. Et là, on a fait une tournée énorme où on faisait des zéniths et où on mettait 1400, 1500 personnes. Donc ça a toujours très bien marché. En tenant des propos, quelquefois, qui feraient scandale aujourd'hui, parce qu'on avait beaucoup plus de liberté dans tous les propos avant qu'aujourd'hui, Jacques Maillot. Oui, parce qu'il n'y avait pas le communautarisme qu'on connaît aujourd'hui, qui est un frein énorme à la liberté. Il n'y avait pas les puissances de lobbying qu'on connaît, où tout le monde défend sa propre communauté, son propre organisme. Bientôt, on ne pourra pas attaquer les marchands de poireaux parce qu'il y aura la Fédération nationale des planteurs de poireaux qui voudront pas qu'on attaque le poireau parce que c'est vital pour eux. Je crois qu'on en est un peu là aujourd'hui. C'est très dommage, très dommage. Et à une autre époque, on pouvait dire beaucoup de choses. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie, dans celle des chansonniers. Dans l'univers actuel de la contestation, il faut que j'écrive un nouveau livre. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que la grande mode, Anne-Marie Carrière, qui a été la pionnière des chansonnières, comme on ne devrait pas dire. Oui, c'est la première femme qui a osé d'abord se moquer d'elle-même et surtout se moquer des hommes. Et je pense que ça a été une féministe bien avant l'heure, Anne-Marie Carrière. Elle a notamment écrit le dictionnaire des hommes qui était à hurler de rire et que les féministes d'aujourd'hui feraient bien de relire parce que on en prend pour notre grade, mais avec talent, humour et ingéniosité, si je puis dire. Et l'un de ses sketchs les plus célèbres, c'était La femme au volant, où elle défendait la femme au volant qui ne faisait pas que se servir du clignotant pour se repoudrer. Alors ça, c'est un vieux règlement de compte, parce que Maurice Sorgue lui avait écrit Le mec à son volant, où il brocardait un petit peu les femmes, et en réponse, comme ils étaient vraiment très amis, Anne-Marie a écrit la femme au volant pour lui répondre. Ça a été une sorte de duel à fleur et boucheté. Et une jeune humoriste reprendrait ce sketch, il est toujours d'actualité. Ah oui, absolument. Comme beaucoup de sketchs qu'ont laissé les chansonniers. Alors, il y a quand même des choses étonnantes dans ce reportage où vous débutez. On vous voit avec Madame Rose, Anne-Marie Carrière, célèbre, parler des femmes députées, et vous dites parler de Simone Veil et d'autres panthères à qui il ne faut pas en promettre. On pourrait pas dire ça aujourd'hui. C'était la revue des Deux Ânes. Oui, c'était la revue des Deux Ânes. C'était Madame Rose est au parfum, écrite par Maurice Sorgue et Anne-Marie Carrière. Et c'est vrai que elle tenait son kiosque et on venait parler des femmes. Et elle avait une expression qui était très drôle. Elle disait c'est comme le gigot d'agneau. Ce sont les femmes ce sont les hommes qui tranchent le gigot d'agneau, mais en général, c'est les femmes qui tiennent le manche. Effectivement, aujourd'hui, ça ferait scandale sur les réseaux sociaux. Et puis, on a oublié qu'aux Deux Ânes a débuté Françoise Dorin. Avec Les filles à papa, il y avait Suzanne Gabriello, bien connue pour Ne me quitte pas de Brel, et Perrette Souplex. Et Perrette, notre chère Perrette, qui aide toujours de ce monde.
et c'était un trio qui a fort bien marché. Oui, les filles à papa. Et on ne savait pas que Dorin allait faire cette carrière extraordinaire d'auteur dramatique avec toutes les comédies qu'elle nous a laissées. Magnifique. Bien sûr. Et son père René Dorin était un hyper travailleur. Elle m'a un jour raconté qu'il partait en vacances au bord de la mer. Il était dans son bureau toute la journée. Et à 16h30, il ouvrait la fenêtre en disant vive les vacances et il respirait 15 secondes d'air pur. des gens qui travaillaient énormément. Oui. C'était, je pense que René Dorin était un immense travailleur, comme l'a été à plus tard Robert Roca. C'était des gens qui travaillaient tout le temps. Des chansonniers qui ont évolué parce que quand on voit Jacques Martin imitant les chansonniers des années 30, il a un petit papier à la main et il fait une parodie d'actualité un petit peu désuète. Oui, absolument. Ça, c'était un sketch mémorable de Jacques Martin. Les chansonniers ont évolué, ils ont plus de petits papiers. Jean Rigaud a inventé le stand-up avant tout le monde. Lui, il n'avait pas de papier et ils ont évolué avec le temps. Je pense que, évidemment, les chansonniers, les humoristes d'aujourd'hui ne peuvent pas parler comme parlait René Dorin ou même plus près de nous, Jean Amadou. Oui, ou Jean Rigaud, dont on va écouter la voix. Ça, c'est une jeune fille qui fait de l'autostop. Alors, elle fait de l'autostop et mon Dieu, elle voit un ravissant jeune Jean homme. Jean Rigaud, on a oublié son nom. D'abord, c'est le premier qui crut en vous, je crois, Jacques Maillot. Ah oui, Jean m'a beaucoup aidé énormément. Il m'a fait faire, comme il connaissait tout Paris, il m'a fait faire le tour du tout Paris. Grâce à lui, j'ai rencontré un tas de gens très différents, des politiques, des sportifs. Il était ami intime avec Jacques Anquetil, par exemple. Moi, c'était mon idole, Jacques Anquetil. Donc, je me suis retrouvé un jour à table avec Jacques Anquetil. J'étais tout à fait ému. Et il m'a fait comprendre le métier et il a tout de suite cru en moi. Et il m'a énormément aidé. Et après, sa femme Jacqueline m'a énormément aidé également. Oui, et il faut savoir que vous avez fait partie de ceux qui ont fait évoluer le métier chansonnier d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le petit papier, mais il y a surtout la satire politique actuelle, je dirais dans la lignée de Jean-Yann. Jacques Oui, Maillot. c'est ça. Alors Jean-Yann était un modèle parce que j'écoutais Jean, moi j'étais au collège et on l'écoutait le soir en catimini sous la couverture avec les premiers transistors. Et quand je me suis retrouvé quelques années plus tard avec Jean aux grosses têtes, j'étais fort ému et je lui ai dit écoute, ça m'ennuie de te le dire, mais je t'écoutais, j'étais au lycée. Il m'a dit et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Et on est devenus très complices. Et je pense que Jean a été un immense chansonnier. Il a énormément modernisé le genre. Genre qui avait beaucoup de succès, puisqu'on ne le sait pas, mais dans les années 30, on l'a oublié, il y avait des cabarets de chansonniers partout dans Paris, et à condition qu'il y ait 3 kilomètres de distance entre les deux, parce qu'il y avait peu de voitures, on avait le droit de passer dans différents cabarets le soir, Jacques Maillot. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on courait quelquefois les cabarets, comme on disait. C'est-à-dire que on avait nos emplacements repérés à l'avance pour garer la voiture, et on faisait 3 ou 4 cabarets dans la soirée. Et il n'y avait pas de concurrence parce que chaque cabaret de chansonnier, chaque théâtre avait sa clientèle. Et sa clientèle, son public et ses habitués. Il y avait notamment une dame qui s'appelait Oléo, oui. qui avait, je crois, le théâtre des Deux Ânes. Le théâtre de 10 heures, elle était la femme de Raoul Arnaud. Le prix Raoul Arnaud, c'est ce qui vous a lancé aussi. Oui, absolument. Et cette femme est une femme, moi je l'ai croisée un jour, maquillée comme une voiture volée. Ah oui. Absolument. On a oublié cette femme étonnante. Ah, c'était une femme étonnante. Elle tenait le rôle de la commère qui accueille les retardataires. C'était un modèle du genre. C'est une femme charmante qui, elle aussi, m'a énormément aidé puisqu'elle m'a engagé au théâtre de 10 heures. C'était une référence puisqu'on appelait ça la Comédie Française des chansonniers. Oui, et justement, elle était devant une petite fenêtre, et quand on arrivait en retard, on se faisait injurier, et le public arrivait volontairement en retard pour se faire injurier. Oui, et c'est surtout, il y avait les gens qui réservaient leur place, et en disant à des amis, on va vous emmener chez les chansonniers, ils faisaient exprès d'arriver en retard, pour que leurs amis qu'ils invitaient au théâtre soient brocardés par Oléo et les chansonniers. Et finalement, c'est une tradition qui a pratiquement disparu. Oui, l'accueil, on l'a fait il y a pas très longtemps encore, il y a 4 ou 5 ans, on le faisait encore. On ne le fait plus, mais ça fait partie de la tradition et ça pourrait très bien être remis au goût du jour, sans problème. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient être mises au goût du jour, aux Deux Ânes ou ailleurs. Même aux Deux Ânes, on a oublié que pendant la guerre, il y a eu un spectacle, Le Rêve de Monsieur Belette, qui était un spectacle de Raymond Souplex totalement anti-nazi, et l'occupant n'a jamais compris ce qu'il y avait dedans. Absolument, c'était des quiproquos, des équivoques.
Et ça, c'est la force de notre langue qu'il faut absolument défendre. Avec la richesse de la langue et du vocabulaire français, on peut parler de quelque chose de façon très virulente sans que un francophile averti s'en rende compte. Donc, c'est ce que vous faites aux 2 années en tournée. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 28 septembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Maillot. Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jacques Maillot. On a parlé du passé, on va parler maintenant du présent avec le 28 septembre 2019, la première de Macron, on est mal Macron. Nouvelle revue des 2 ânes, encore un titre nouveau. Chaque année, il faut trouver un titre, Jacques Maillot. Ah oui, là, il faut se creuser la tête, mais on le trouve. C'est une habitude, c'est un réflexe au bout d'un certain temps. Là, on a simplement pris le fameux slogan d'un distributeur, d'un grand distributeur, d'un supermarché, qui dit toujours on est mal patron. Oui. On en a fait, on est mal Macron, on est mal. Voilà. Et alors ça veut dire aussi de la recherche, plusieurs titres et une écriture d'une revue à tiroir. Je crois que c'est quelque chose que vous faites depuis vos débuts, c'est-à-dire qu'il y a une ligne de la revue et ensuite des tiroirs. Des tiroirs parce que évidemment l'actualité évolue, tous les jours ça change. Donc quand il y a un gros événement, une grosse information qui tombe, il faut qu'on la mette et qu'on la traite dans le spectacle. Alors évidemment, on peut pas rajouter sans enlever, sinon on ferait des spectacles de 3h et demie, ce qui serait trop. Donc on ajoute quelque chose et on enlève autre chose. Donc c'est des tiroirs, on enlève un tiroir, on en remet. Et c'est faisable parce que vous avez une véritable troupe autour de vous de fidèles, Jacques Maillot. Oui, alors ça, les gens qui m'entourent, on se connaît depuis toujours. Florence Brunold, on a démarré, on s'est connus au Théâtre des 2 ânes, autour d'Anne-Marie Carrière, dans le spectacle qu'on évoquait tout à l'heure, Madame Rose est au parfum. Elle sortait de La Boum, elle venait de tourner La Boum avec Denise Gray. Et j'ai découvert cette fille qui était formidable, donc on se connaît depuis plus de 40 ans. Michel Guidoni, je l'avais recruté pour l'Oreille en coin. Codo et Garetto m'avaient chargé de trouver un nouvel imitateur et je l'ai fait. Et donc, on se connaît depuis toujours. Gilles Détroit est un vieux compagnon que j'avais repéré sur une émission qu'on faisait avec Rire et Chanson à l'époque qui s'appelle toujours les Open du Rire. Émission qui a été créée au Théâtre des 2 ânes et qu'on avait imaginé avec Charles Tallard et puis deux petits nouveaux, Émiliane Charlotte qui est la présence féminine jeune dans ce spectacle, qui est une chanteuse qui vient du Grand Orchestre du Splendide, donc qui chante très bien, et puis un jeune qui s'appelle Paul Duro qui a 24 ans et qui est fou de chansonnier et qui connaît tous les chansonniers peut-être mieux que vous et moi. Oui, et qui a une culture chansonnier et une folie totale d'ailleurs, dans son style, dans son écriture, dans sa vie. Oui, il est perché, comme on dit. On pourrait le présenter à un candidat de la mairie de Paris, Monsieur Villani, ils iraient bien tous les deux. Je pense qu'effectivement, le mélange serait intéressant. Ça veut dire aussi qu'il faut à chaque fois trouver des nouveaux talents et que c'est pas facile, Jacques Maillot. C'est pas facile, d'autant que les nouveaux talents sont énormément tournés sur eux-mêmes. Donc ça limite le champ d'action. Et au lieu de travailler en troupe, il travaille tout seul, il travaille en one-man show, ce qui fait qu'on arrive maintenant à un niveau de saturation, et c'est ce que nous disent les tourneurs en province, c'est que il y a trop de one-man show et les gens n'y viennent plus, ils viennent plus voir ça. Et donc ça nous a pénalisé très longtemps pour recruter des nouveaux talents, puisqu'ils veulent travailler tout seuls. Or nous, c'est le contraire, on travaille en troupe. On travaille en escadrille, comme disait Jacques Chirac. Oui, et surtout avec des personnages attitrés, parce que Michel Guidoni, par exemple, il a fait Sarkozy, il a fait Hollande et il fait Macron maintenant. Et il fait Macron très très bien, il fait même Donald Trump, et il le fait aussi très bien, et Florence Brunold, même chose, elle a fait admirablement Ségolène Royal, et aujourd'hui, elle fait une Brigitte Macron formidable. Oui, mais Ségolène Royal, Brigitte Macron, c'est pas toujours facile à imiter, il faut un détail physique qui ajoute au... Oui, mais alors... Florence a un talent fou et surtout une capacité exceptionnelle à repérer la posture des gens, comment ils se tiennent, comment ils bougent, comment ils marchent. Ça, c'est un don exceptionnel qu'elle a. Et d'ailleurs, elle donne souvent des conseils à Michel Guidoni pour camper le personnage. Michel campe admirablement les voix, mais l'attitude,
la démarche. Par exemple, l'autre jour, elle lui expliquait que Emmanuel Macron marchait sur les talons et qu'il fallait le faire marcher sur les talons. Voilà. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que l'actualité vous sert admirablement avec des tas de sujets nouveaux en permanence. On ne sait plus où donner de la plume. Ah oui, ben là on a eu les gilets jaunes, c'est extraordinaire. Donc on fait un sketch avec des gilets jaunes qui sont des personnages étonnants. Donc ça vaut le coup d'en parler parce que dans ces gilets jaunes il y a des gens truculents, il y a tous les. Donc c'est un vrai reflet de la société. Donc on fait les gilets jaunes et là on vient de mettre au point un sketch qui marche très bien et qui est aussi un phénomène social. C'est l'émission de Sophie Davant, Affaires conclues. Donc nous on a des vendeurs qui viennent, mais les vendeurs ce sont les hommes politiques qui viennent vendre leurs rogatons, les trucs qui ne marchent plus. Et il y en a un paquet. Il y en a un paquet, voilà. Moi je me souviens d'un jour on avait fait avec Philippe Bouvard un faux musée ministériel, place des Invalides, avec les restes du déjeuner que Jean-Jacques Savard-Schreiber, qui avait quitté le ministère au bout de 9 jours, n'avait pas terminé. Il y avait les restes de saucisses et le public avait dit « Ah bon, ça existe vraiment ?» Ça avait bien marché. Mais c'est vrai qu'il y a une matière, Greta Thunberg par exemple, pour vous c'est un cadeau du ciel. Alors c'est elle qui ouvre le spectacle, parce que c'est quand même un sujet énorme aujourd'hui, l'écologie, l'environnement. Et Emiliane Charlotte nous campe une Greta Thunberg parfaite avec ses nattes, et elle démarre le spectacle, elle entrouvre le rideau, et elle vient, comme Greta Thunberg sait parfaitement le faire, elle vient sermonner les spectateurs. Puisque c'est une jeune adolescente qui donne des leçons aux adultes, et plus si affinité. On peut continuer à se moquer comme jadis des gens avec un ton particulier. C'est pas de la méchanceté, c'est autre chose, Jacques Maillot. Non, je crois qu'il faut, pour faire ce métier, faut pas être méchant. Au contraire, faut aimer les gens. Faut essayer de trouver leurs travers et il faut les décortiquer. C'est un peu, on fait un travail de médecin légiste, quoi. On décortique le corps et on essaie de voir ce qu'il y a de drôle là-dedans, quoi. Et puis, il faut être à l'affût de la presse et des petites phrases. Ah, ça c'est très très important parce que c'est surtout en lisant qu'on repère les petites phrases. Et par exemple, c'est comme ça que j'ai repéré que la ministre des Transports, Madame Borne, avait organisé un truc assez étonnant qui s'appelle les assises de la mobilité. C'est quand même rare comme terme. Et puis il y a eu le prix de l'humour, là où il y a eu une sélection, et Ségolène Royal a été sélectionnée pour une phrase « J'ai suffisamment exercé de fonctions ministérielles pour savoir que l'État ne tient jamais ses promesses ». C'est merveilleux. Et Hubert Védrine a ajouté « On va la laisser ambassadrice d'épaule en la congelant sur place ». C'est extraordinaire, on fait votre travail. Ah oui. Ben, c'est-à-dire que c'est là où on voit que les chansonniers sont immortels, parce que à un moment donné, tout le monde vient sur notre terrain, parce qu'ils s'aperçoivent que c'est universel. Alors les politiques commencent à faire du chansonnier, je ne vous dis pas les jeunes humoristes qui à une époque disaient « Ah non, le chansonnier, puis parler politique, c'est désuet, c'est ridicule ». Ils en parlent tous. Mal, souvent, même très mal, mais ils en parlent. Oui, et les hommes politiques se font de plus en plus rares chez vous. À une époque, il ne se passait pas de saison sans qu'un député ou plusieurs viennent régulièrement, Jacques Maillot. Oui, ben d'abord, ils aimaient beaucoup ça, et puis les hommes politiques de l'époque avaient beaucoup d'humour. Charles Pasqua venait nous voir, il avait de l'humour. André Santini, enfin on en connaît plein. Aujourd'hui, quand on voit les députés En Marche à l'Assemblée nationale, je ne pense pas que l'humour soit leur première qualité. Et puis, il fut un temps, moi j'ai vu des images où Vincent Auriol, président de la République, recevait les chansonniers à l'Élysée. C'était une tradition républicaine. Le président de la République, et Vincent Auriol en particulier, qui était un ami intime de Jean Rigaud, inviter les chansonniers. Il y a une magnifique photo à l'Élysée. En 53. En 53, où il y a tous les chansonniers, ils sont une quarantaine, et Vincent Auriol est au milieu, et Jean Rigaud aussi. Et il y a René Dorin qui était le patron, le prince des chansonniers. Est-ce que ça veut dire que tout ça a définitivement disparu ou on peut espérer un retour ? Je pense qu'on peut espérer un retour parce que les hommes politiques sont toujours très sensibles. Ils viennent nous voir. Les grands patrons viennent nous voir. Par exemple, j'ai beaucoup de grands patrons qui viennent au Théâtre des Deux Ânes. Je vais dénoncer personne, mais ils viennent beaucoup. Bien sûr. Et puis, en plus, il y a une tradition qui fait que vous êtes toujours là et que derrière, les chansonniers
peuvent encore exister. C'est-à-dire que vous êtes le dernier théâtre de chansonniers, c'est ça le problème. Ah oui, on est vraiment le dernier lieu consacré à ça. Et c'est pour ça qu'il serait souhaitable qu'il perdure, parce qu'après, il n'y aura plus rien, et on va se retrouver avec des théâtres, des lieux sans âme, qui là aussi feront des one-man shows, et puis qui après feront on ne sait quoi, peut-être des spectacles de striptease, parce qu'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'éthique. Et ça, c'est un peu dommage. Et ce théâtre, il faut savoir, pendant des années, il était entre le Moulin Rouge et un cabaret un peu louche, Jacques Maillot. Ah oui, cabaret louche que j'ai racheté pour en refaire ce qui était son origine, un restaurant de qualité. Et c'était un restaurant qui était devenu le Dôle, où il y avait des jeunes filles, comme on dit, montantes. Oui. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir racheter ce lieu, et on en a refait le Sanglier Bleu, qui est redevenu un restaurant respectable. Et les municipales, Jacques Maillot? Ah, c'est très amusant, les municipales, parce que évidemment, on voit qu'il se passe des choses étonnantes, parce qu'on a un parti, dit majoritaire, mais qui n'a pas très bien su organiser ses troupes, et on risque d'avoir une prime au sortant, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et là, vous traitez régulièrement les municipales quand oui. Anne Hidalgo fait des déclarations sur les voitures. On parle beaucoup d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui parle énormément, qui fait des choses assez ahurissantes. Par exemple, l'autre jour, je déjeunais dans un restaurant en face duquel il y avait un kiosque à journaux. Quand je pense qu'elle a fait démonter les magnifiques kiosques qui étaient Napoléon III, je crois, pour nous installer ces trucs hideux qui sont, on ne sait pas si c'est de la matière plastique. Et alors, comble de la dérision, il était déjà en réparation. Il était tout neuf et il était en train de le réparer. Et quand vous parlez avec les kiosquiers, ils vous disent on se caille là-dedans parce que c'est mal fermé, on est derrière des machins en plastique. Enfin, c'est l'horreur. C'est le règne du mauvais goût, vraiment, et de l'incompétence. C'est affreux ce que nous vivons. C'est en direct du Festival de Caille encore. Oui, absolument. Alors, pour l'instant, il faut savoir qu'à Paris, donc vous êtes avec cette revue Macron, on est mal, mais la revue de l'an dernier qui s'appelle Tromperie sur la marchandise, vous la faites en tournée, c'est une tradition. La revue de l'an dernier est en tournée. Pas en tournée, parce qu'il y a beaucoup de provinciaux qui ne viennent pas à Paris. Qui ne viennent plus. Et qui ne viennent plus, on comprend qu'ils hésitent à venir, parce que c'est très compliqué de circuler, donc on va les voir. Et ils sont tout à fait ravis. Là, nous rentrons de Deauville, on a fait Le Havre chez le Premier ministre, le théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre, qui est un très beau théâtre, et où on a eu un public charmant, délicieux, et le théâtre était plein. Et l'avenir maintenant pour vous, Jacques Maillot? L'avenir, je vais essayer de continuer et de passer la main à quelqu'un qui pourra faire fonctionner ce théâtre des Deux Ânes en gardant une partie de la tradition. Oui, car ce théâtre des Deux Ânes, vous l'avez depuis 1995. Vous l'avez repris à Jean Herbert, qui était un bon vivant. Oui. Et qui a tenu ce théâtre de main de maître, parce que, encore une fois, c'est une tradition de Paris et de la France. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, faudrait pas que ce soit comme les kiosques à journaux. Faudrait pas que ça disparaisse ou que ça soit transformé et mal transformé. Et pour ça, vous avez de l'espoir? Oui, je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre la suite et à rester dans l'esprit de la maison. Alors, le Deux Ânes à Paris, c'est, je crois, du mardi au dimanche, au samedi, à 20h30, tranquillement. Oui. Et les jours où vous êtes en tournée, il n'y a pas de théâtre. Il n'y a pas de théâtre. Quelquefois, on a des spectacles privés, parce que le théâtre des Deux Ânes est un joli lieu, donc on le loue très facilement. Et les Deux Ânes, ça s'appelle les Deux Ânes, on l'a oublié parce que les propriétaires à l'époque n'avaient pas trouvé de nom. C'était dit, on est des ânes de pas trouver de nom. Voilà, c'était Dalle et Ferréol, à qui on doit le théâtre de 10 heures, le théâtre des Deux Ânes et l'ABC. Ils étaient très malins, ils avaient dit on va appeler un théâtre l'ABC parce qu'on sera en tête sur le plan alphabétique dans tous les registres de théâtre, comme l'officiel des spectacles, comme Pariscope à l'époque. Voilà. Donc je rappelle qu'au théâtre des Deux Ânes, il y a Macron, on est mal, Macron, c'est-à-dire au moins jusqu'au mois de mai ou juin. Juin, on va aller, voilà. On va jusqu'à fin juin. Voilà. Et la tournée Tromperie sur la marchandise avec le cher Donald Trump que vous promenez dans toute la France. Oui, absolument. On est content de promener Donald, puisque c'est une effigie américaine et ça amuse beaucoup les spectateurs. Continuez ainsi et aidez-nous à sauver les chansonniers. Merci Jacques Maillot. Merci Jacques. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaye et nous on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessy.